à la Contralée, donc j'ai rencontré Benoît, que je n'appelais pas encore Benoît parce qu'on n'était pas assez intime encore pour que je l'appelle Benoît, mais enfin. Et grâce à une personne qui s'appelle Roberto Scarpinato, c'est lui, et c'est un procureur antimafia qui habite Palerme, qui est sicilien donc, qui a travaillé aux côtés des juges Falcone et Borsellino. Falcone et Borsellino qui sont donc des mythes en fait, on peut dire ça même si les termes il est un peu bailé quoi, mais enfin. Et c'est des gens qui ont vraiment fondé en fait en Italie l'antimafia moderne, c'est des gens qui sont morts pour leur travail. En fait, ils ont été assassinés tous les deux à moins de 2 mois de distance il y a 20 ans, en 92, par la mafia et une partie de l'État, ça c'est encore une autre question. Et donc Roberto Scarpinato avait travaillé avec Falcone et avec Borsellino et il a un peu continué en fait le travail de ces juges-là et il avait publié un livre en italien qui s'appelle, ça s'appelle Le Retour du Prince. Et donc je suis arrivée avec ce livre-là en italien. Et donc là, Benoît, il m'avait vraiment fait confiance parce que bah, voilà, il ne lit pas l'italien. Hein, donc, et je n'avais pas non plus de traduction d'extrait. Je lui ai juste raconté en fait, enfin pas l'histoire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais pourquoi en fait ces livres-là étaient vraiment importants dans le sens où il apporte un éclairage en fait sur ce qui est les pouvoirs, pas seulement en Italie. Enfin là, en tout cas, c'est le cas italien qui sert d'exemple. C'était vraiment un peu un paradigme en fait du pouvoir. Et je me souviens qu'il y a une chose qui m'avait frappée en fait dans ce livre-là et finalement dans l'idée en fait qu'il développe, c'était ce qu'il appelle l'obscénité du pouvoir dans le sens étymologique en fait du terme, c'est-à-dire les hors-scènes. Et donc finalement tout ce qui est important de savoir sur le pouvoir, on ne le sait pas parce que ça se passe hors scène quoi. Et donc lui, par sa fréquentation, comme il dit, c'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, mais quand on parle avec lui, il dit effectivement depuis 30 ans, j'ai surtout côtoyé des assassins et des complices d'assassins par son métier. Quoi. Parce qu'en fait, lui, il est sous escorte depuis presque 30 ans, en fait, sous escorte policière permanente. Quoi. 24 heures sur 24, il y a des policiers autour de lui, chez lui, etc. Et donc, à partir de ça, et à partir de son expérience, effectivement, il nous montre, il nous fait voir des mécanismes, des choses, en fait, des faits qui se sont passés derrière la scène, en fait, publique, et qui expliquent pas mal de choses, en fait, qu'après nous, on voit se produire dans la vie réelle, quoi. Et donc, voilà, je suis arrivée avec ce projet-là, qui était quand même tout de même un projet assez lourd. Et Benoît, il a dit oui. Et donc on a publié ça et puisqu'on était, on était parti sur ça, on a republié, ça c'est une réédition aussi, les seuls textes qui existent de Giovanni Falcone, qui est un texte vraiment capital si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que la mafia, qu'est-ce que c'était en tout cas que la mafia. Et on a voulu même graphiquement en fait rendre cette continuité du travail à travers le travail graphique qui a été fait quoi, sur la couverture. Voilà. Avant ça, il y a quand même, là je parle, mais tu peux m'interrompre. Non, je t'en prie. Avant ça, il y a quand même eu, parce que Scarpinato il est très connu en Italie, parce que c'est vraiment la mémoire historique en fait de la justice antimafia. Il n'était pas vraiment connu en France, sauf par les personnes qui s'occupent de mafia et d'antimafia. Et donc on s'est dit, ça serait bien de faire quelque chose sur lui en fait, parce que tout de même par la vie qu'il mène, il a des... Enfin pour moi c'est pas qu'un magistrat, c'est vraiment quelqu'un, c'est un intellectuel quoi, il dit des choses surprenantes sur la vie, sur l'amour, sur la politique. Benoît parlait de Niveria Tegera tout à l'heure, mais toi Roberto Scarpinato c'est pareil, c'est une rencontre... Oui, je l'ai rencontré il y a 5 ans, en 2008, à Lille, parce que il avait été invité en fait à une rencontre, un débat, et j'avais été son interprète à cette occasion-là, donc j'avais dû lire son livre, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert son livre. Enfin, je connaissais lui parce que, comme je vous disais, il est très connu en Italie. Et donc on a fait, avant la publication du Retour du Prince et de Cosa Nostra, on a fait ce petit livre-là, ça s'appelle Le Dernier des Juges. Et donc c'est un livre d'entretien que j'ai mené avec Roberto Scarpinato. Et c'était surtout dans l'optique, dans le but vraiment de le faire parler de lui. Quoi. Et je pense que c'est une très bonne introduction
au prince, enfin déjà à la personnalité qui est assez étonnante quoi, de ce juge, et puis à son livre, quoi, les retours du prince. Et après ça, on a sorti l'année dernière, en mai dernier. Donc celui-là, les derniers mots de Falcone Borsellino, parce que si Falcone il est tout de même il est assez connu en France, hein, Giovanni Falcone Borsellino il n'était pas du tout, et pourtant il a fait le même travail aux côtés de Falcone, il est mort de la même mort assez horrible que lui. Et en Italie, ils sont toujours associés en fait. Quand on parle de Falcone, on parle de Borsellino, il y a des places, il y a des lycées, l'aéroport de Palerme qui s'appelle aéroport Falcone Borsellino. Et donc c'était un livre qui est justement qui est un recueil de leurs interventions, de leurs écrits. Il y a des extraits du journal de Falcone, il y a les toutes dernières interventions de Borsellino, il y a une longue préface de Roberto Scarpinato justement. Et ça c'est les dernières sorties. Donc là je pense qu'on a vraiment campé un peu la problématique. Hein. Je pense qu'on a donné en tout cas des éléments pour se faire une idée. Quoi. Alors justement, pour continuer à se faire une idée, je vais lire un passage de la note d'éditeur que tu as écrite comme préface à Cosa Nostra. Ça donne un peu une idée de ce que c'est que la vie, ou plutôt la mort d'un procureur, d'un juge antimafia dans les années 90. L'après-midi du 23 mai 1992, Giovanni Falcone, accompagné de son épouse Francesca Morillo, alors excusez les prononciations italiennes approximatives, rentrait à Palerme pour y passer le week-end. Il avait quitté cette ville et son palais de justice quelques mois plus tôt et travaillait désormais à Rome au ministère de la Justice. Pendant ces années palermitaines, des années de travail acharné et fructueux, il s'était fait beaucoup d'ennemis. Les incompréhensions, les hostilités, les coups bas étaient monnaie courante à l'intérieur même de la magistrature. On l'accusait d'être avide de pouvoir, exhibitionniste et, ce qui le blessa profondément, de garder certains papiers dans les tiroirs. En somme, on essayait de discréditer sa personne et par là même son travail. Falcone avait résisté pendant plus de 10 ans aux attaques et aux humiliations professionnelles et privées. Puis, de guerre lasse, il avait finalement accepté d'aller à Rome, où il avait créé une nouvelle structure qui devait centraliser toutes les informations concernant la lutte anti-mafia et ainsi faciliter le travail des magistrats en leur donnant davantage de moyens d'agir. C'était, et c'est encore, la DIA, la Direction Investigatrice Anti-Mafia, suivie par la création de la DNA, la Direction Nationale Anti-Mafia. Ce 23 mai, il ne put atteindre Palerme. À la hauteur de Capaci, une bombe explosa, pulvérisant la voiture de son escorte qui précédait la sienne, creusant ainsi un énorme cratère dans la chaussée. Alors, il faut savoir que pour faire cette opération, les mafieux ont creusé un tunnel sous l'autoroute et y ont mis 500 kg d'explosifs et qu'ils ont commandé à distance avec une télécommande au passage de la voiture du juge. Donc ça a été un véritable massacre. Ah, c'était un qu'ils allaient mourir en fait, surtout Borsellino après la mort de Falcone, il savait très bien que c'était les prochains en fait sur la liste. Et il n'est pas parti de Palerme, de Palerme c'est quelque chose qui, personnellement je me pose encore des questions aujourd'hui pourquoi il n'était pas parti. Quoi. Et c'est quelque chose qu'on ressent déjà à la lecture de Cosa Nostra, puisque quelque part Falcone, on sent déjà, c'est un sursis, on sent qu'il sait qu'il est en sursis. C'est quand même, c'est terrible, hein, mais les derniers mots, après avoir écrit ce livre avec Marcel Padovani, qui est journaliste au Nouvel Observateur, c'est elle qui a recueilli en fait ses propos. 6 mois après, il a été assassiné en fait. Et ces derniers, Cosa Nostra se termine par ces mots. Il dit on meurt généralement parce qu'on est seul ou parce qu'on est entré dans un jeu trop grand. On meurt souvent parce qu'on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce qu'on est privé de soutien. En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l'État que l'État ne parvient pas à protéger. Et c'était vraiment son cas. Je vais relire un petit passage de Cosa Nostra pour donner une idée de comment se déroule, parce que donc les entretiens ont été, c'est pas un jeu de questions-réponses, ça a été lissé de manière à faire comme un dialogue qui aborde la mafia en 6 points, la violence, les messages, le pouvoir, l'argent. À partir du plus extérieur, des manifestations les plus extérieures jusqu'au cœur qui est le pouvoir. Et il a quand même vraiment à cœur de démythifier ce qu'est la mafia, oui. De montrer la vraie nature des choses. Donc il le reconnaît,
il reconnaît aux mafiosi des qualités, des qualités de courage, mais par contre, il est complètement impitoyable sur la manière dont fonctionne la mafia, et il efface surtout, et ça je pense que c'est très important, le côté romantique de la chose, quoi. C'est pas quelque chose de romantique, c'est des gens qui vivent dans la crainte de la mort en permanence, sous le coup d'une violence extrême. De l'intérieur d'une organisation comme Cosa Nostra, on juge les choses de façon différente que de l'extérieur. Ce qui nous horrifie, nous, magistrats, ou nous, simples citoyens, dans les morts violentes, l'élimination d'un ami par son meilleur ami, l'étranglement d'un frère par son frère, ne suscite pas les mêmes réactions chez les hommes d'honneur. Le boss Pietro Marchese fut égorgé en prison comme un cochon. L'ordre venait de son beau-frère Filippo Marchese, mais il fut exécuté par 5 hommes d'honneur étrangers à la famille, détenus eux aussi. Et je me rappelle du repenti Salvatore Contorno critiquant devant moi le fait que Filippo Marchese n'ait pas été exécuté et n'ait pas exécuté lui-même la sentence. Et prononçant cette phrase terrible, barbare et en même temps très compréhensible, dans mon sang, je suis le seul à pouvoir mettre les mains. On peut dire qu'il s'agit d'un étrange détournement du concept d'honneur. On considère dans Cosa Nostra qu'on ne peut déléguer à personne le soin de tuer celui qui appartient à votre sang. Pour les hommes d'honneur, ce qui sera pris en compte, c'est le courage qu'aura montré le tueur, le professionnalisme dont il aura fait preuve. Et plus l'exécution aura été impitoyable, cruelle, inhumaine à nos yeux, et plus l'homme d'honneur pourra être fier de lui et sa valeur exaltée dans l'organisation. Cosa Nostra est fondée sur la règle de l'obéissance. Celui qui sait obéir et mettre à exécution un ordre à moindre coût est assuré de faire carrière. Ainsi est-il courant que, surtout ces derniers temps, les chefs tiennent à participer en personne à des actions particulièrement dangereuses ou significatives car cela accroît leur prestige. Pour assassiner le commissaire Nini Casara, le 6 août 1985, il est vraisemblable que la commission, ou coupole, de Cosa Nostra ait pris part à sa mise à mort. Mais encore une fois, ce n'est pas par sadisme ou cruauté gratuite. On parle beaucoup dans les journaux, les livres et les films de cette cruauté de la mafia. Pas question de nier son existence objectivement, mais elle n'est pas une fin en soi. Quand il arrive dans l'organisation que quelqu'un se laisse aller à commettre une atrocité gratuite, son action ne suscite que répulsion, comme pour Pino Greco, dit Scapazedda, ça va, petite chaussure, qui d'après Buscetta trancha le bras droit du jeune Inzerillo, 16 ans, parce qu'il avait exprimé l'intention de venger son père, et l'a ensuite achevé d'un coup de revolver à la tempe. En général, la participation à une action violente obéit à une logique rigoureuse, sinon Cosa Nostra ne serait pas l'organisation redoutable qu'elle est. Je rappelle souvent ce genre de choses car c'est seulement en prenant la mafia pour ce qu'elle est, une association criminelle sérieuse et parfaitement organisée, qu'on sera en mesure de la combattre. Les représailles apparemment les plus répugnantes, celles qui salissent vraiment les mains et qui nous semblent inutilement cruelles, ne sont jamais faites de gaieté de cœur, mais par strict sens du devoir. C'est bien pourquoi l'homme d'honneur ne peut s'offrir le luxe d'avoir des doutes sur les modalités d'un assassinat. Soit il est en mesure d'éliminer la victime qu'on lui a désignée, et il doit le faire avec un maximum de fonctionnalité et de professionnalisme, soit il ne le peut pas. Un point, c'est tout. Voilà, ça on dit assez bon sur... Disons que lui, il a fait un travail d'enquêteur, parce que c'était quand même un enquêteur redoutable, et quelqu'un extrêmement intelligent. Il avait aussi ses côtés sociologues, un peu d'un sociologue et d'un anthropologue dans sa façon effectivement d'approcher, parce que c'est quand même, c'est pour ça que je l'ai dit dans l'avant-propos, il me semble, Falcone était vraiment comme un professeur en fait de langue étrangère, parce qu'il a vraiment réussi à décoder, à rentrer dans un monde dont on ne connaissait rien du tout en fait, ni comme il était structuré, ni comme il fonctionnait, ni par quelle loi il était régi, les codes, etc. Et en ce sens-là, il a vraiment fait un travail à mi-chemin, effectivement, entre la sociologie et entre l'anthropologie. Et il était sicilien, donc il connaissait parfaitement, il lui suffisait un clin d'œil et pour lui ça voulait, il n'y avait pas besoin de parler, il comprenait parfaitement les gens qui étaient, les mafieux qui étaient en face de lui. Il avait les clés pour comprendre, il a tout fait pour pouvoir comprendre, pour amener dans des lois en fait, pour que de cette compréhension-là naissent effectivement des lois pour combattre la mafia. Ce qui est fou et ce dont on se rend bien compte, c'est jusqu'en 84-85, en fait, on ne savait rien du tout sur la mafia et l'organisation. Maintenant, ça semble un lieu commun. On a l'impression, on entend dans les journaux régulièrement tel chef mafieux présumé ou des choses comme ça. Là, à l'époque, on avait des suspicions et des gens, comme la figure qui est assez folle, c'est
Provenzano, qui est en fuite depuis les années 60 et qu'on a finalement arrêté en 2006, je crois. Et en fait, entre les années 60 et 2000, on l'a arrêté à 10 km de sa ville natale, donc en Sicile, et personne ne l'a vu officiellement depuis les années 60. Quoi. Il a pu échapper à tous les contrôles, tous les machins, et là c'est... C'est longue sur l'importance du contrôle en fait, du territoire par la mafia. Jusqu'au maire de Palerme aussi, dont il est parlé, qui était... Ciancimino, ouais, tout voilà. à fait, oui. Après, disons, la vision qu'on trouve dans Cosa Nostra, c'est quelque chose qui était valable, justement, c'était vraiment le dévoilement de la mafia telle qu'elle était dans les années 80-90. Dans les retours de France, car ce qui est important du coup à la mafia d'aujourd'hui, on ne la trouve pas dans Cosa Nostra, on la trouve dans les retours de France. Quoi. Je veux dire, pas ce qu'il dit à Scarpinato, c'est-à-dire que la mafia aussi a changé de visage parce que le monde il a changé. Donc maintenant, bah, voilà, on trouve des gens qui sont jugés pour mafia, ce n'est pas des petits paysans, pas seulement, en tout cas, ce pas des petits paysans siciliens, c'est des avocats, des architectes, des médecins, et des gens comme ça. Quoi. Et ça, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, comme tu disais, on ne savait rien de la mafia. Il y avait même pas dans la loi, il n'était même pas inscrit en fait les délits d'association mafieuse. Et c'est grâce à Falcone et à Borsellino que ces délits-là ont été reconnus et ont été inscrits dans le code pénal italien, parce qu'avant c'était une association de malfaiteurs. C'était pas quelque chose de spécifique. Et la législation italienne, quand même, ça je tiens à le dire, elle est tellement à la pointe dans les combats contre la mafia qui est prise en fait d'exemple par l'Union européenne qui est en train d'écrire en fait un texte unique contre les mafies portées en Europe en se basant justement en prenant l'exemple sur la législation italienne. Quoi. Oui, parce que ces textes qui sont quand même très ancrés en Italie, enfin le retour du prince, on a envie de se dire, bon, les Italiens ont de sacrés problèmes, mais finalement Scarpinato va un peu plus loin et il montre bien aussi qu'en France, on n'est pas là. Enfin, il y a une réflexion qui est plus générale que l'Italie, quoi, que le cas italien. Mais disons qu'il y a enfin, une différence quand même qui est fondamentale quoi, entre l'Italie et la France, parce qu'en Italie, l'indépendance de la magistrature est inscrite dans la Constitution, c'est un devoir pour les juges en Italie d'enquêter dès qu'ils tombent sur un délit. Et en France, ce n'est pas du tout le cas. En France, l'action pénale elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Et en Italie, les magistrats ne sont pas soumis au contrôle du garde des Sceaux. C'est encore indépendant, ce qui est le cas en France, ce qui explique pourquoi en France, finalement, il y a tellement de cas judiciaires qui sortent quand c'est le cas, comme par exemple, je sais pas, des gens comme Isabelle Prévost-Després, l'affaire Bettencourt, tout ça, ils sont malmenés quoi, par la presse, ils sont insultés de tous les côtés, c'est extrêmement rare effectivement que ça sorte quoi, en France, mais parce que le contexte ne le permet pas. Quoi.